Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, nous vous proposons un thème et un invité. Aujourd'hui, commençons par découvrir ensemble la personne qui va nous accompagner pour quelques jours. Pour participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous. Allez, c'est parti, on lance le thème de la semaine avec notre invité. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans une nouvelle série hebdomadaire du podcast Devenir triathlète par Ohana. Justement, en parlant d'Ohana, l'ami Olivier De Scooter, le fondateur de la marque, est avec moi pour co-animer cet épisode. Salut Olivier. Salut Hermano. Cette semaine, nous allons parler sport et philosophie, ou philosophie et sport, ou philosophie du sport, ou sport de la philosophie, je sais pas trop. Enfin bref, on va décortiquer tout ça avec notre invité, Raphaël Vercher. Salut Raphaël. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est très gentil. C'est un plaisir, hein. Je suis toujours ravi de pouvoir échanger sur ces questions. Ah, génial. On va pouvoir décortiquer tout ça. Mais d'abord, nous avons une tradition dans ce podcast, c'est que le premier épisode de la série hebdomadaire, on donne la parole à nos invités pour qu'ils se présentent. Donc, Raphaël, le micro est à toi. Dis-nous tout. Qui es-tu? Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Quelle a été ta rencontre avec le sport? Qu'est-ce qui fait que tu es tombé dedans? Alors moi, je suis professeur de philosophie dans la vie de tous les jours. J'approche de la quarantaine, hein. Je dois avoir autant 38 ans aujourd'hui. Je suis plutôt un triathlète tardif, hein. Le triathlon, j'y suis venu assez tard dans ma carrière sportive. Initialement, je faisais surtout du vélo, hein, dans l'adolescence. J'ai commencé par le VTT, puis les courses sur route d'une manière assez classique. Et à côté, je faisais aussi pas mal de courses à pied et de l'athlétisme. Et comme beaucoup de triathlètes, hein, évidemment c'est pas la majorité, mais comme beaucoup de triathlètes, je suis venu au triathlon après coup, un peu par défi, pour me trouver des nouveaux objectifs et chercher finalement à me dépasser un petit peu. Donc le grand défi pour moi, ça a été de me mettre sérieusement à la natation. Je savais nager, hein, mais pas d'une manière vraiment très performante, et ça reste toujours un problème aujourd'hui, et c'est ce qui rend encore ma pratique intéressante, parce que paraît-il que j'ai encore des grosses marges de progression. Je te rassure, je pense que tu es bien meilleur nageur que je ne suis philosophe. Et puis il paraît que tu n'es pas le seul, mais là c'est pas moi qui l'ai dit. Ah, évidemment, oui, c'est une consolation. Tu dis que tu as encore une belle marge de progression en natation. Tu nous as dit que tu avais découvert le triathlon sur le tard, mais ça veut dire quoi sur le tard? Tu n'as même pas encore la quarantaine, donc c'est pas si tard que ça. Oui, bien sûr. Je disais sur le tard, dans le sens où c'est pas un sport que j'ai pratiqué jeune, et on sait que dans le triathlon, il y a de plus en plus de jeunes qui vont le pratiquer comme étant leur premier sport, hein, qui vont déjà s'entraîner dès l'adolescence, et parfois vont essayer d'être performants durant les années où le corps peut encore l'être, hein, c'est-à-dire à partir de 20 ans et jusqu'à 30 ans. Moi, pour ma part, j'ai commencé, je pense que je devais déjà avoir plus de 30 ans, hein. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, je peux pas attendre de grosses performances en termes de compétition là-dessus. Et les objectifs que je peux me fixer, ils sont plutôt personnels. Et il me semble que ça, là-dessus, que se rejoignent beaucoup de triathlètes. Tu nous as dit que tu étais professeur de philosophie. Oui. Au lycée, en université, en école supérieure. Quel est ton niveau d'études, pour ainsi dire, ou plutôt dans quel niveau tu enseignes? Ouais, alors principalement, je suis professeur en lycée, hein, de manière tout à fait classique, pour les classes de terminale. Néanmoins, j'ai fait des travaux de philosophie dans un cadre universitaire sur le sport, hein, parce que finalement, ça m'a toujours intéressé de réfléchir aux raisons qui nous poussent à faire du sport. Et ça, dès le plus jeune âge, hein, je me posais déjà des questions quand j'étais déjà au collège, hein, sur les valeurs du sport. Et donc, quand j'ai commencé à faire des études de philosophie, tout naturellement, j'ai continué à réfléchir là-dessus dans un cadre peut-être un peu plus sérieux et un peu plus méthodique. Et donc j'ai consacré mes travaux de thèse à cette question. Ce qui m'a conduit à également enseigner à l'université, et notamment en STAPS, hein, c'est-à-dire en fac de sport,
où j'ai pu un peu aborder également ces questions auprès des étudiants. Donc finalement, avec ta dernière remarque, tu confirmes que les sportifs n'ont pas tout dans les muscles et rien dans la tête. Ils en ont aussi dans la tête. Oui, bien sûr, ça c'est un cliché en fait, de considérer que il y aura d'un côté le corps, d'un autre côté l'esprit, et que les deux s'opposeraient. La pratique sportive, c'est une pratique qui engage évidemment tout un ensemble de choses. Et ça, on le sait depuis la naissance du sport moderne, puisque le sport tel qu'on le connaît, il n'a pas toujours existé. Il renaît à la fin du 19e siècle du fait de beaucoup de personnes qui s'intéressent aux meilleurs moyens qui pourraient exister pour éduquer la jeunesse notamment. Ça, on le trouve beaucoup chez Pierre de Coubertin. Et c'est Pierre de Coubertin, qui est aussi le rénovateur des Jeux Olympiques, il entend promouvoir le sport, c'est parce qu'il va avoir des vertus éducatives, parce qu'il pense que dans l'exercice physique se joue tout un tas de choses vis-à-vis de l'esprit, vis-à-vis du caractère, qui sont tout à fait pertinentes. C'est quand même une sacrée évolution par rapport à la Grèce antique et aux Jeux olympiques antiques tels qu'on les connaît, puisque à l'époque, le sport était plutôt un moyen de s'entraîner avant de partir au combat. Maintenant, on reconsidère plutôt le sport comme un moyen de réconcilier le sport et l'esprit, non? Enfin, le corps et l'esprit plutôt. Oui, il y a de ça. Même si chez les Grecs, ça pouvait déjà être présent. Alors, chez les Grecs, évidemment, c'est protéiforme parce qu'il y a cette dimension effectivement d'entraînement qu'on trouve. Mais chez les Oula, attention. Vous avez dit, cher professeur, des termes que moi je ne comprends pas. Protéiforme, va falloir que tu nous fasses une petite explication de texte. Protéiforme, tout simplement, le triathlon lui-même est protéiforme, c'est-à-dire qu'il peut avoir plusieurs formes, peut avoir plusieurs dimensions à ça. Et donc, oui, chez les Grecs, le sport, il pouvait avoir cette dimension d'entraînement du guerrier. Alors, on parlait plus de gymnastique, mais déjà, il y a certains philosophes comme Platon qui essayent de lier ça à une dimension spirituelle. Et c'est ça qui intéressait justement Pierre de Coubertin à la fin du XIXe siècle, c'était de renouer avec cette place que pouvait avoir le sport dans la formation de l'âme. Et à cette époque, donc tu parles du fin du XVIIIe siècle, est-ce que la pratique du sport, c'était pas quelque chose qui était réservé aux gens qui avaient de l'argent finalement et qui avaient du temps libre aussi, tout simplement pour faire leur sport, alors que pour peut-être la majorité des gens finalement faire du sport, ça restait un luxe entre guillemets, et leur activité physique, ils la faisaient déjà par contrainte d'une certaine manière au travail. Oui, absolument, ça c'est clair et net, fin 19e siècle et même effectivement au 18e siècle, parce qu'on retrouve déjà certaines formes de sport à cette époque. Le sport, ça reste l'apanage d'une forme d'aristocratie, de la grande bourgeoisie. Sport, le terme lui-même l'indique bien, parce que étymologiquement, c'est un terme que les Anglais utilisent, qui n'existe pas dans la langue française en tant que telle. Et sport, au 19e siècle, ça désigne les passe-temps de la haute société anglaise. Donc finalement, c'est ça que ça va caractériser. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, fin 19e et pendant une grande partie du 20e siècle, il y avait cette idée de désintéressement qui était très importante dans le sport, c'est-à-dire qu'il fallait le pratiquer par gratuité, simplement parce que il pouvait être porteur de valeurs, il pouvait être porteur de ces notions de fair play, de mérite surtout, qui finalement parlait essentiellement aux classes dominantes. Et pendant assez longtemps, les classes populaires étaient exclues de la pratique sportive, soit parce que effectivement, comme ça a été dit, la dimension physique a été déjà présente dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, et il n'y avait pas nécessairement le désir de transpirer en plus sur son temps libre. Mais également parce que les aristocrates avaient pas nécessairement envie de se mélanger avec les classes populaires. L'amateurisme, ça a souvent été ça, c'était de dire il faut que la pratique physique elle soit purement gratuite. Et comme les classes populaires, elles avaient quand même envie de gagner un petit peu d'argent, ne serait-ce que parce que ça représentait un manque à gagner de pratiquer du sport, tenaient au professionnalisme. Et donc s'opposer au professionnalisme, c'était une manière de les tenir un peu hors de ça. Mais heureusement, aujourd'hui, tout ça, c'est quand même derrière nous. Et le sport, c'est beaucoup démocratisé. C'est un véritable cours d'histoire et c'est passionnant d'ailleurs. À quel moment est-ce que l'activité physique passe du statut de préparation, on va dire, pour les guerriers, pour aller justement au combat, à
un loisir et quelque chose qui devient un passe-temps, comme tu disais, donc qui était plutôt destiné à la haute société dans un premier temps. Eh ben, si on se place sur l'histoire récente, au moment où le sport apparaît, fin 19e siècle, il y a vraiment une opposition entre deux types de pratiques physiques. On a d'un côté la gymnastique, qui aujourd'hui, la gymnastique, on a tendance à considérer ça comme synonyme de sport, mais au 19e siècle, c'est absolument pas le cas. Il y a une vraie opposition entre ce qu'on appelait la gymnastique et justement ce qu'on appelait le sport. La gymnastique, en ce qui la concerne, il y avait sur elle des finalités militaires, des finalités également hygiénistes, parce que considérait que il fallait que les gens fassent de la gymnastique pour être en meilleure santé. Des finalités éducatives également. On considérait que faire transpirer les personnes sur la mode de la gymnastique, ça pouvait être bon pour la société. Et face à ce modèle, il y a le sport qui apparaît, qui est en fait une pratique beaucoup plus libre, hein, parce que la gymnastique, c'était au 19e siècle, c'était quelque chose qui était très contraint, qui était très disciplinaire, qui était placé sous l'autorité d'un chef. Et ce qu'introduit le sport et ce qu'intéresse Coubertin, c'est plutôt que le sport, ça va être un modèle de l'effort physique, mais basé sur une forme de liberté, sur le jeu, sur la compétition. Et c'est ça qui va intéresser finalement l'aristocratie et la bourgeoisie, parce que ils vont y retrouver tout un ensemble de valeurs qui sont celles d'une forme de capitalisme triomphant qui se met en place à cette époque. Ok, alors il faudra qu'on revienne peut-être plus tard dans la semaine sur le lien entre capitalisme et le sport. Donc on pourrait peut-être y revenir. Hermano, tu avais une question peut-être? Non, je voulais juste réagir sur le terme gymnastique. Effectivement, moi je me souviens de ma grand-mère ou de personnes d'un certain âge qui nous disaient effectivement tu as été en cours de gymnastique. Alors ce que maintenant les jeunes appellent du sport. Notre génération, c'était plutôt l'éducation physique et sportive, l'EPS, mais la génération d'avant, c'était effectivement la gymnastique. D'où, je pense qu'effectivement, pendant quelques dizaines d'années, il y a eu ces stigmates de gymnastique égale pas forcément sport, mais égale plutôt dépenses physiques encadrées, très compliquées et qui fait partie des cours de l'éducation nationale. Oui, absolument. C'est très visible dans toute l'histoire du sport et sur l'histoire de l'éducation physique. Ce glissement où fin 19e, début 20e, on est vraiment centré sur ce modèle gymnique où le prototype, c'est un petit peu les pyramides humaines qu'on a tous pu voir dans des images d'archives où voilà, on a les corps des gymnastes qui se mettent les uns sur les autres pour s'entraider mutuellement à représenter un modèle collectif. Et progressivement, tout au long du XXe siècle, il y a ce modèle sportif qui se diffuse même à l'école, avec quand même une opposition, parce qu'il y a des défenseurs dans les deux camps, et c'est que à partir des années 1960-70 que le sport il est vraiment admis en tant que tel au sein des institutions scolaires. Et même encore aujourd'hui, on retrouve cette opposition, et c'est pourquoi souvent certains professeurs d'EPS insistent pour dire que c'est l'éducation physique et sportive, et que l'éducation physique est pas forcément sportive, que le sport est pas forcément éducatif. Il y a encore des débats de ce type aujourd'hui. Finalement, la grande différence entre l'activité physique et le sport, c'est la notion de compétitivité. Alors ça, effectivement, la question de la compétition, ça a été... de performance en tout cas. Oui. La question de performance et de compétition, c'est un des critères vraiment décisifs pour séparer, fin 19e siècle, la question des partisans de la gymnastique et les partisans du sport. Pierre de Coubertin, il le dit lui-même, il dit le sport, qu'est-ce que c'est ? C'est la recherche du progrès, c'est la recherche de la performance qui peut aller même jusqu'au risque. Et déjà là, Pierre de Coubertin, il craint pas l'idée que on puisse être à la recherche d'un dépassement de soi qui puisse même nous mettre en danger. Et en face de ça, les partisans de la gymnastique, ils sont totalement effrayés par cette dimension-là. Ils considèrent que le sport, il pourrait être dangereux, qu'il faut au contraire se tourner vers une éducation physique qui est beaucoup plus raisonnée, qui recherche pas forcément ce dépassement, qui au contraire est pas forcément très éducatif, mais être au contraire dans une idée de solidarité et d'altruisme vis-à-vis d'autrui. Et dans le sport, on ne trouve pas ça forcément. Alors, je sais pas si ça divise la population, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve encore énormément aujourd'hui. Il y a des gens qui courent pour le plaisir, qui font du yoga pour s'entretenir, etc. Et puis, il y a les gens qui sont vraiment dans une optique de performance. Après, il y a peut-être des cas aussi où la frontière est peut-être un petit peu moins nette
entre les deux. Je pense qu'on peut aussi prendre du plaisir tout en voulant performer d'une certaine manière et inversement. Oui, bien sûr, les motivations, elles sont très diverses en fonction des individus qui vont s'engager dans une pratique. Pour certains, ça peut être des motivations simplement hédonistes, c'est-à-dire en termes de plaisir. Hein, voilà, ça va être plaisant d'aller courir, d'aller nager ou même d'aller jouer au foot. Pour d'autres, ça peut être des motivations hygiénistes en termes de santé, où voilà, on a été convaincu par un certain discours qui est de plus en plus présent sur le fait que c'est important de se bouger. Et pour d'autres encore, ce qui va être prépondérant, ça va être cette motivation en termes de performance et en termes de dépassement de soi qui s'inscrit parfois dans une quête spirituelle. Sachant que on peut très vite rentrer dans cette dimension performative, on pourrait dire, dans cette dimension de performance, à partir du moment où on met un chronomètre et que on regarde si on a fait un meilleur temps que la sortie précédente sur le même parcours, finalement on rentre dans une forme de compétition vis-à-vis de soi-même. Donc on rentre très vite dans ce schéma-là. Le mal du siècle, je pense, la performance à tout prix. On a un peu débordé de ta simple présentation, Raphaël, mais je pense que ça donne déjà le cadre des épisodes de cette semaine. Je vous propose que justement on continue demain et qu'on aborde des sujets entre autres comme l'esprit et la performance et l'esprit, ou la philosophie de l'effort, la philosophie de la douleur, ce genre de choses. Et puis peut-être qu'on pourrait consacrer un moment dans ces épisodes sur la définition de la philosophie et du sport. On a bien parlé du sport, de l'histoire du sport, mais peut-être la philosophie et le sport et la philosophie dans le sport, ce genre de choses. Et ce serait intéressant de comprendre ton rapport aussi avec la philo et puis comment t'en es arrivé là en fait. Ouais, bien sûr, merci beaucoup pour toutes ces questions et je suis impatient de poursuivre ces entretiens avec vous. Génial, on s'entend demain alors. Super, eh bien à demain. Merci à vous. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs! Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouveau podcast. Je vais la refaire.